il y a 70 ans, je suis né ici au Forchet, dans la maison de mes grands-parents déjà. Deuxième génération dans cette maison-là. L'exploitation de mes grands-parents, ça devait être 2 hectares de vignes, beaucoup de prés, le cochon, 2 vaches, une terre pour les patates, un bout de luzerne pour les lapins, et puis un grand jardin, puis voilà. Puis ils étaient heureux, hein. Ils vivaient comme ça. Et puis après, donc, ses grands-parents, ils ont eu 2 filles. Donc une des sœurs s'est mariée à Morgon. Et Pauline, ma mère, s'est mariée ici, là, a repris le domaine des parents. S'est mariée avec un monsieur Savoie, Gérard Savoie, qui était un peu plus loin, là-bas. Et ma mère était, un peu une battante, une innovante, voilà, toujours en avance un peu sur son temps. Et c'est elle qui a dynamisé le domaine. Mon père était plus... un peu plus tranquille, et puis la vigne, c'était un peu... bricoler beaucoup de bois, je me demande s'il aurait pas été peut-être plus menuisier. Je sais pas. À l'époque, il n'y avait pas le choix, hein. Le fils, tu reprends l'exploitation, allez, tu discutes pas, et tu prends le relais, quoi. Alors que ma mère, c'était la passion de la vigne et tout, quoi. Ça a redynamisé le domaine, tout doucement. Il y avait une vigne qui se vendait à côté, elle achetait le petit bout de vigne, elle devait emprunter 3 sous, je sais pas comment elle trouvait l'argent. Et puis essayer de produire un petit peu mieux, et puis faire du vin un petit peu mieux, et puis voilà. Mon père a fait partie de la génération intoxiquée par l'arsenic, traitement de la vigne par l'arseniate. Et il me racontait à l'époque, un peu ces histoires d'arseniate qui étaient arrivées, les ravages de l'eudémis, les ravages des maladies, et surtout les vers de la grappe. Oui, c'est un insecticide. Donc à l'époque, c'était eudémis, surtout eudémis, beaucoup d'eudémis qui ravageaient les vignes. Et il y avait des années, ils faisaient point de vin, c'était ravagé. Donc la chimie s'était mise dessus. Paf, était arrivé avec les arseniates. Et quand c'est arrivé, c'était la révolution, ça tuait tout. Tous les insectes, les poissons, tout était tué, les parasites étaient tués. Puis à l'époque, il n'y avait pas d'indication de précaution. Mon père me racontait qu'il avait beaucoup fumé en passant l'arseniate. C'était la dos qui fuyait dans le dos, qui cassait la croûte à la vigne. Ma mère, elle est dans les vignes, elle essuyait l'arseniate de chaux des raisins pour les manger. Ça, c'était 39, 40, du temps de la guerre à peu près. Il a fallu à peu près 10 ans. Puis au bout de 10 ans, il y a des symptômes bizarres qui sont arrivés chez les vignerons, quoi. Premier symptôme, c'est quand on serrait la main d'un viticulteur, on savait s'il avait passé de l'arseniate ou pas. Il avait une espèce de cale, de corne dans les doigts. L'arseniate passait sous la peau, elle se stockait sous la peau. Ils avaient des doigts rugueux et tout. Puis après, c'était le bout des oreilles. Touc, les bouts d'oreilles qui tombaient. Puis après, il est arrivé, à l'époque, on appelait les cochonneries, les cancers. Et après, une cochonnerie. Donc, ça se portait sur les points faibles, le cœur, le foie, les poumons. Ça se fixait à un endroit et impossible d'évacuer. Donc il y avait un médecin à Villiers-Morgon, le docteur Bleton s'était penché dessus en disant nos vignerons, là, qu'est-ce qui se passe, c'est l'hécatombe. Et il essayait de monter des expérimentations pour essayer d'évacuer cet arsénite, là, et il n'est jamais arrivé, quoi. Donc il y a toute une équipée de copains de mon père qui tombaient comme ça, assez rapidement, foudroyés par l'arsénite. Ce qui fait que, résultat, moi j'avais vu que mon père commençait un peu à devenir bizarre, quoi. Il avait une voiture, il se tenait à la voiture pour entrer dedans, il n'y avait plus de peinture, il n'y avait plus rien à cause de ses mains qui étaient toutes calleuses d'arsénite et tout, quoi. Puis de temps en temps, il y avait un vigneron qui mourait et tout. Il s'est passé que moi, à 14 ans, sorti de l'école, moi ça me plaisait à peu près, il a fallu aller en formation agricole, viticole, hein. Donc j'ai fait la maison familiale de Corcelles à 14 ans. Ce qui fait qu'en 1966, donc j'avais 19 ans, mon père est décédé. Voilà, donc ça devait être sûrement être cancer ou je ne sais pas quoi à l'époque, il ne savait pas trop. Donc ça m'a mis à l'étrier complètement, parce qu'avec mon père, il n'y avait pas beaucoup la place pour apprendre, hein. C'était un peu le chef. 66, il est mort au mois d'août, à 1 mois des vendanges. Je ne savais pas vinifier. Ma mère m'a dit, on va y aller, il n'y a pas de raison, il faut qu'on continue. Et moi j'ai dit, mais attends, je ne sais pas faire. Et c'était presque ma chance, parce que mon père m'aurait appris, je crois que j'aurais continué une tradition, je ne sais pas quoi. Donc j'avais un cousin qu'on appelait Super Beaujolais, un monsieur qui était régisseur au domaine de Raousset, à Chirouble. Voilà, un droit, c'est honnête, droit, c'est vrai, et qui est venu à Régnier à sa retraite dans une maison, là, d'Arégnier, et qui m'a dit, Gabi, moi je vais t'apprendre à faire le vin.
traverser tous les jours, tous les soirs. C'est là que j'ai appris à faire le vage. Pourtant, vous aviez fait une formation agricole. J'ai formé une formation agricole sur le papier, voilà. Ah ben je savais, le milieu, l'oïdium, le machin, les densités, je savais faire. Mais concrètement, je ne savais pas, quoi. Puis comme par hasard, c'était la période de l'armée. Voilà, j'ai reçu ma feuille pour aller à l'armée au mois de novembre. Novembre, j'étais... Ah oui, c'était pour partir en décembre. Ma mère me dit, mais attends, qu'est-ce qu'on devient? Si tu pars à l'armée, il n'y a plus personne. Puis moi, j'étais pas trop piston, pas trop machin et tout. On avait 2 colonels sur la commune, le colonel Sambardier et le colonel Yéménise, qui avait le château en face, c'est beau château, le colonel Yéménise, là-bas. Tu vois les colonels en disant, écoutez, vous êtes de l'armée, moi, le domaine et tout. Alors le colonel Sambardier, c'est un colonel d'opérette, n'est-ce pas? Bon, ça n'a jamais rien joué. Le colonel Yéménise, là, très bien, mais tiens, attends, Gami, il y a un domaine et tout, faut que tu ailles pas loin, quoi, voilà, quoi. Et grâce à lui, j'ai pu aller à Satonnet, à Lyon. Ce qui fait que j'ai fait 16 mois d'armée, l'armée plus le domaine. Et là, et j'ai tombé sur des officiers qui venaient du monde agricole, qui m'ont dit, Gabi, mais attends, on va essayer de s'arranger pour les permissions, quand tu as besoin d'une permission pour labourer. Donc ma mère s'occupait du cheval avec les voisins, c'était toute une organisation. Il fallait nourrir le cheval, il fallait l'emmener auprès, c'est les voisins qui l'emmenaient auprès. Et moi, je calcule mes permissions pour labourer, débuter, rebuter et tout. Ça forge un tempérament. Alors j'ai vécu les grandes révolutions de la vigne. Première révolution, 1960, l'arrivée des désherbants, la cimazine. Personne n'en parle, et bien on va s'en souvenir, on est en train de plus avoir de désherbants, et bien on va se rappeler que c'est les désherbants qui ont restructuré le Beaujolais. Parce qu'on pouvait travailler des hectares et des hectares avec le désherbage. Avant, c'était du bio. Vous butiez en fin d'année, vous butiez très là, vous retirez la terre des ceps, parce qu'on l'avait mis le maximum dessus, il fallait retirer. Au printemps, il fallait remettre la terre au milieu. Après, il fallait vite l'arracher sur le côté pour repasser. Puis l'été, on a promené la terre toute l'année comme ça. La pioche, les femmes sont crevées la nanette avec les pioches. Il fallait qu'elles piochent comme les hommes. Le besselon pour dégraver. Quand on faisait 4 hectares, un couple faisait 4 hectares, c'était le bout du monde. Ben, je me rappelle, moi, avec mon père, on piochait, on dégravait. Et puis un jour, il y avait des dépositaires de produits chimiques, là. Un jour, il y en a un qui travaillait avec Bayer, qui a dit, Gérard, mon père, un truc pas possible, un désherbant, la cimazine, Gésatop 50, faut essayer, tu vas voir. Alors, mon père était déjà un peu réticent sur les produits, bon. Donc, on a essayé, je me rappelle, c'est une parcelle de 20 arts, 2000 mètres carrés là-haut, derrière, là-haut. On a essayé le Gésatop 50. Putain, la première année, comme ça, là. Pouf, nickel. Il y a les voisins qui se battaient avec les herbes, qui piochaient dans tous les sens et tout. Ils sont venus voir, disant, mais t'as passé quoi comme truc, là, dis donc ah bon, ben, il n'a pas fallu longtemps, hein. Donc, tout le monde, on va essayer le Gésatop 50. Et comme la dose devait être, je crois 3 kg hectare, on en mettait 5. Attends, bouge pas, on va mettre 5 kilos, on aura la paix. Et bien, 3 ans de temps, on piochait plus, on dégravait plus, on labourait plus, on cerclait plus, on faisait plus rien. Les vignes, nickel. Qu'est-ce qu'on a fait? On a augmenté les surfaces. Au lieu d'avoir 4 hectares, on faisait 8 hectares, mais tranquille, 8000. On passait une fois en désherbant, tranquille toute l'année, puis alors surdosé et tout, je dis pas. Voilà. Donc, d'un seul coup, le vignoble s'est mis à prospérer en surface. Dit surface, dit volume et tout, et sa extension et tout. Ma mère était montée à 3 hectares à peu près. Quand j'ai repris en 66, mon père est décédé, je me suis allé en 67. Je me suis dit quand même c'est un peu petit. Ma mère m'a dit attends, c'est l'époque euphorique du Beaujolais. C'est l'époque où il fallait planter, mon Dieu, il fallait produire, ça marchait bien, c'était formidable. C'était l'époque des plantations nouvelles. Si on avait des terrains qui étaient classés en AOC, mais qui servaient de pré, de terre à patates et tout, on pouvait les planter. Donc il y avait un quota chaque année de tant d'hectares en Beaujolais, 200 hectares, je ne sais pas. Il fallait remplir un dossier, perlimpinpin d'ailleurs, machin. Ça devait être 20 arts par exploitation. Je désire planter 20 arts. Il fallait avoir des clones, je crois même à l'époque. Il fallait plein de clones, une analyse de terre et tout. Les experts passaient, l'INAO, on les passait pour la forme. Oui, bon, c'est pas trop. Et on plantait, et on plantait. Donc on a planté tous les prés. On appelait les prés du cheval. Les parcelles s'appelaient les prés du cheval. Donc on est passé à 5 hectares comme ça.
Moi, j'ai commencé à essayer, bien sûr. Puis c'est là où j'ai mis le doigt dans les chambres d'agriculture, le développement. À l'époque, les chambres d'agriculture, il fallait produire, il fallait sauver la patrie. La gloriole d'une chambre d'agriculture, c'était produire et avoir des trucs. Et moi, je me suis enfourné là-dedans. J'étais responsable de la commission technique dans le Nord-Beaujolais, avec un copain qui était responsable de la commission technique dans le Sud-Beaujolais. J'avais pas voulu prendre tout le Beaujolais parce que c'est deux cultures différentes. Et puis à l'époque, effectivement, c'était performant, quoi. On faisait une démonstration, on avait 200 viticulteurs, hein. Démonstration de désherbage, démonstration d'anti-pourriture. Les plastiques, on aimait essayer de dérouler des plastiques dans les vignes. On était la folie. Comme pour les melons, du plastique pour étouffer l'herbe, des trucs. Mais on essayait, il y a un voisin, on a fait des démonstrations de sulfatage par avion. Mais c'était l'époque où c'était le nouveau monde qui arrivait. C'est-à-dire qu'on était tellement en retard que d'un seul coup, on s'ouvrait sur le monde, quoi, sans limite. Et moi, j'étais au comité à cette époque, donc responsable de la commission technique. Il fallait mettre en place des conseils d'expérimentation pour le vignoble. Voilà. Alors, soit pour l'instant, soit pour les années futures. C'est-à-dire que dès qu'il y avait des nouveaux produits qui arrivaient, on les essayait. Dès qu'il y avait des nouvelles techniques, on les vulgarisait. Et on faisait des démonstrations. Et pourquoi vous aviez eu envie d'avoir ce rôle ? Parce qu'il y avait le côté un peu, recherche, avancée. Voilà. C'est avant avec mon père, je pense que c'était l'extrême de mon père, parce que mon père, on était bloqué, il ne fallait pas dire un mot, il fallait rien faire, on n'avait pas le droit de toucher à ça, pas le droit de toucher à ça. Et puis je sentais que ça faisait un peu bocal, quoi. Et là, avec des copains, on sentait qu'avec ça, on allait vers l'avenir, quoi. Produits chimiques autres sont arrivés, les anti-pourritures, je me rappelle l'anti-pourriture, on passait 3 anti-pourritures, hein. Soit A, soit B, soit C. Et puis pas de pourri, pas un grain de pourri, rien du tout. Ça n'a pas duré longtemps, les accoutumants sont arrivés. Et voilà, après la bouillie bordelaise, il est arrivé les produits organo-chimiques, cuivre et tout. Mais c'était l'euphorie, quoi. On avait tout pour que ça marche, tout. Ah oui, la sensation, c'est-à-dire qu'on n'avait plus de peine, on n'avait plus de pénibilité, on faisait des volumes, c'était l'époque où c'était rentable. Les femmes revivaient. Enfin, une femme disait, mais attends, je vis, moi. Avant, la femme, elle allait traiter dehors. Elle rentrait, il y avait les gamins à s'occuper, les lapins, le cochon, les machins, la traite des vaches. Elle travaillait plus que les hommes, hein. Éreintées, les femmes, à l'époque. Le jour où il n'y a plus besoin d'aller labourer, piocher, sarcler et tout, les femmes ont respiré aussi, quoi. Et là, au lieu de gérer cette époque en disant, on va peut-être faire attention, peut-être pas trop doser, voir où on va, mais on y est allé à fond les manettes. Puis quand les accoutumants sont arrivés, on a remonté un petit peu. Derrière, il y avait la chimie, quoi, hein. Bayer, les gros groupes, qui avaient des réseaux dans les vignobles. Et puis le gars qui était, pas très porté dans la vigne et tout, je vais me faire marchand de produits. Ils n'avaient aucune formation, rien du tout, hein. C'est pour ça qu'ils n'avaient pas la notion du danger, de la dose et tout. Ils vendaient ça comme ils vendaient de la peau de perlimpinpin, quoi. La force dans ces cas-là, c'est de trouver une personne qui essaye. Et une fois que la personne a essayé, c'est du tour. Parce qu'en agriculture, faut pas affirmer, il faut démontrer l'agriculture. Vous pouvez affirmer ce que vous voulez, mais le jour où vous démontrez quelque chose, il y avait ça. Il n'en racontait pas beaucoup de paraté. Il mettait une parcelle en essai par-ci, une parcelle par-là. Le voisin, pendant 1 an, pioché, machin et tout. Puis vous regardez que l'autre, il a la pêche pendant rien. Je ne sais pas si ça galopait, là. Hein. Voilà, donc ils ont fait fortune à cette époque-là, quoi. Le Beaujolais, ils vivaient en autarcie, c'est-à-dire pour les vendanges, c'est entre les voisins, entre les amis et tout. Et puis le jour où on s'est mis à prendre de la surface, des volumes et tout, il a fallu avoir du personnel de l'extérieur. Moi, je me souviens bien, du temps de mes parents, c'était les clochards qui venaient faire les vendanges. Il fallait mettre la bonbonne de vin à la vigne, puis on était tranquille. Voilà, ils couchaient avec le cheval ici, là. Ils étaient au chaud, les rouleurs. Sympa comme tout, travailleurs, mais ivres du matin au soir, travaillaient mal. Mais enfin, bon, on couchait avec le cheval ici parce qu'ils avaient chaud. Il pleuvait, ils travaillaient. Mais progressivement, ces gens-là ont disparu un petit peu parce que la société, et puis ils ont évolué. Et les premiers virages qu'on a vécus, c'était les 68 arts, mais 68. Voilà. Où les jeunes, il y en a qui allaient garder les chèvres dans l'Ardèche, et il y en a qui sont venus aux vendanges avec les guitares. Mais là, on s'est aperçu que l'accueil ne correspondait plus. Ces jeunes, ils voulaient bien venir, mais ils ne voulaient pas coucher avec le cheval. Et c'est là qu'on a commencé à manger les vieilles maisons du hameau. Vieille maison, donnait un coup de padigeon sur le mur, on mettait 2-3 lits, et puis les douches, c'était au village, puis voilà, quoi. Mais ils grattaient la guitare, ils étaient sympas, ça leur suffisait. Par contre, après, ces jeunes, 68 heures, voilà, bon, comme tous, ils sont mariés, enfants et tout. Puis nous, il a fallu trouver un nouveau public, c'était le public des étudiants qui avaient besoin de sous.
Ça devait être les années 75 à peu près, là. Les premiers étudiants avaient besoin d'argent. Wow, alors attention, là. Nouvelle vision des choses qui arrivent. Parce que des étudiants, attention, pas n'importe qui, étudiants en droit, et qui venaient avec une vision extérieure, qui venaient d'autres régions, et qui nous questionnaient, qui disaient, ben oui, tu travailles comme ça, et puis l'accueil, mais ça va pas, nous on va pas dormir là-dedans et tout. Et puis il y a des filles qui sont tombées amoureuses du vigneron. Le mot est dur, mais les pièces rapportées de la viticulture, vous savez ce que c'est que les pièces rapportées? Les filles qui sont venues en vendange et qui sont restées. C'est un terme employé par les belles-mères. C'est dur, hein? Et ça, c'est une image du Beaujolais aussi. Ces fameuses pièces rapportées. C'est là où ça fait une révolution en Beaujolais. Tu as vu jusqu'à présent, on se marie un peu dans la mouvance du coin, de la montagne et tout. Donc, comme il y avait beaucoup d'arrangements père-fils, le fils prenait le relais d'exploitation en arrangement avec le père, c'était pas net, c'était pas clair, enfin le machin et tout. Quand une fille arrivait et qui disait, moi je vais me marier avec le vigneron, on va peut-être remettre à plat, là. Tu gagnes quoi? T'es payé comment? Comment ça se passe sur le domaine? Ben les belles-mères, waouh! Et oui, puis après c'était dans le style, mais votre vin, vous le vendez à un négociant, mais vous faites plumer, là. Faut faire de la vente directe. C'est ces filles qui ont dynamisé la vente directe, hein. C'est pas les vignerons, hein. Ces filles qui sont arrivées en disant, on va peut-être valoriser notre produit. Et l'accueil, hein, les fermes où il y avait des tas de fumier, il y avait les pneus qui traînaient. Et la fille, non mais attendez, oh c'est dégueulasse la maison, moi je ne vais pas vivre dans une maison comme ça. Une fille qui en a fait phytocollecte avec une fille, une copine de Saint-Étienne-les-Ouillères, là. Et une fille qui venait de l'extérieur aussi. Un jour, son mari fout dans la serve de la cour un produit de traitement et tout, les poissons rouges pouf, le ventre à l'air. Elle était à au comité développement. Il y avait un coin, c'est un jour, il a dit, il faut qu'on s'explique tous les deux. Il va falloir quelque chose. Vous, les vignerons, vous êtes dégueulasses, mais vous faites n'importe quoi, il y a des produits. Et aujourd'hui, il y a des produits qui traînent dans les cours, on a des gamins et tout. Putain, elle est bon. Ce qui fait qu'on a monté le groupe des viticultrices en Beaujolais. Moi qui étais président de la commission technique avec les copains vignerons, avec les sabots pleins de terre et tout, les commissions des viticultrices, putain, j'étais petit dans mon coin. Une ouverture d'esprit, ça déménageait, c'était innovant. Ça voulait la machine à vendanger parce qu'elles en avaient marre de faire la bouffe pour les vendangeurs. Ça voulait ramasser les produits phyto. Il fallait se cramponner aux chaises pour suivre. Hein. Et on leur a dit chiche, et ben, on a ramassé 40 tonnes de produits dangereux dans les exploitations. Voilà. Grâce aux viticultrices, on dit un jour, on a nos gamins qui courent dans la cour avec leurs produits. On a monté un dossier. Claude Berger, président de la Chambre à l'époque, me dit, vous en fondez dans un truc, mais vous savez où vous allez, il faut faire l'évaluation du gisement. On a fait une évaluation de 20 tonnes, c'est-à-dire qu'on a envoyé des papiers dans les exploitations. Vous avez des vieux produits qui traînent, veuillez nous envoyer à peu près. Eh ben, on avait fait un budget prévisionnel de 20 tonnes, on a ramassé 40 tonnes, donc beaucoup d'arsénite qui traînait dans les greniers. Mais je suis convoqué par le président de la Chambre d'agriculture. On en fait quoi de ton arsénite maintenant? On n'avait pas prévu ça, nous. Eh bien, on va aller au bout, et je crois que ça atterrit dans les mines de sel en Allemagne. Voilà. À l'époque, c'était ça, quoi. Après, c'est par l'observation. Nous, les vignerons, on observe. Moi, quand je vais descendre mes vignes, c'est tout le tour. Je pars toujours à pied, je regarde. Enfin, les matins, les hirondelles sont arrivées, les oiseaux et tout. Puis un jour, je me dis, putain, on n'entend plus de grenouilles, tiens. Oh, plus de grenouilles. Un jour, plus de salamandres, plus de crapauds, bon. Puis les insectes, enfin, Dieu de moins en moins. Je commence à se poser des questions un petit peu, c'est bizarre, quoi. Puis je suis pêcheur, puis il y a les pêcheurs qui me disent, dis donc, dans l'ardière, je sais pas ce qui se passe, là, mais pas trop grand-chose. Moi, j'ai été traumatisé par le passage du cascade, un insecticide qui modifie les cellules des insectes. Donc avant, on était tout en chimique, organophosphoré, tout, ça puait. L'avantage, quand ça pue, on savait que c'était dangereux. Quand ça pue, c'est dangereux. Mais tellement dangereux qu'il y avait des intoxications. On utilisait des produits, c'était interdit d'aller dans la vigne une journée après, sinon on prenait mal à la tête. On sortait les chevaux des prés à côté des vignes, tellement ça puait. Donc la chimie avait trouvé un peu anticipé en disant ces produits chimiques qui puent, hein, on va essayer vers les modifications des cellules. Donc c'était un produit qui, une fois que l'insecte il avait absorbé, ça lui créait des cancers pratiquement, des modifications. Il n'y avait plus d'ailes, il n'y avait plus de pattes. Mais le jour où c'est arrivé, nous, ça sentait pas mauvais, c'était présenté comme écologique, puis c'était pas toxique. Voilà. La génération du cascade, on se sentait un petit peu responsable, quoi. Responsable de quoi? Ben, de la chimie qui arrivait et qui tuait tout. On commençait à voir ce qui se passait, puis après les accoutumances.
Je me disais, putain, les désherbants du temps de mon père, le premier désherbage, ça marchait bien. Au bout de 20 ans, putain, il y avait des herbes qui se mettaient et qui n'avaient pas d'effet. 3 antipourritures ne marchaient plus. C'est là qu'on commençait un petit peu à se dire où on va, quoi. Et puis les viticultrices, surtout, qui disaient, faites gaffe quand même, et tout, quoi. Puis ça commence à mijoter un petit peu, et puis on a eu la chance d'avoir des personnes qui sont arrivées en conseiller chambre, des conseillers chambre, qui amenaient une nouvelle vision. Voilà, des jeunes. Parce qu'il y a une génération de conseillers chambre qui était production, il fallait produire, c'était la mouvance chambre. Puis il y a des jeunes qui ont fait les Zénithas, qui ont fait les écoles et tout, avec déjà cette vision du bio, du je sais pas quoi, du détraisonné. Et le jour où ils ont été embauchés par les chambres, et c'est arrivé, disant, mais attendez, c'est ça le discours des chambres d'agriculture? C'est là que ça a commencé un peu à frotter, quoi. Il faut aller en Suisse, la station de Changin, là-bas, ils font des trucs, les Suisses, qui semblent raisonner un peu et tout. On s'est embarqué en Changin. Putain, on a vu le monde qu'il y avait entre la Suisse et nous. La Suisse était en avance d'une guerre sur la lutte raisonnée. Et c'est là qu'on a monté les groupes lutte raisonnée en Beaujolais. Et pourquoi ça vous a parlé alors? Ça nous parlait parce que c'est en parlant entre vignerons, quoi. Quand les Suisses m'ont dit, mais vous savez, chez nous, on a des grenouilles, on a des insectes, on a des fleurs, des papillons, et on va dans le mur, quoi. C'est-à-dire, si un vigneron nous dit ça, c'est que ça doit tenir la route quand même. C'est pas une blouse blanche qui nous a dit ça, quoi. Et puis un peu l'observation, et puis un jour, je me souviens, j'étais au comité, devant une réunionnite aiguë, courir du matin au soir en réunion. Et il y avait 400 viticulteurs dans le couloir, là, qui venaient remonter et tout. Voilà, nous on fait de l'agriculture raisonnée, on en a marre, on passe pour des cons, on peut pas valoriser notre produit, les autres vous faites n'importe quoi, machin et tout. Nous, on a envie de se démarquer. Je dis, qu'est-ce qui nous arrive dessus? Après la machine à vendanger, après ça, je dis, non, de Dieu, c'est quoi ce truc? J'avais pas senti trop l'affaire. Et puis comme j'avais 5 minutes, j'ai dit, je vais avec vous, là, vous allez où? On a une salle et tout, on va vous expliquer ce qu'on peut faire. Je suis rentré avec eux. Waouh, j'ai tout compris, quoi. Une nouvelle vision. Une nouvelle vision des choses. On en a marre, on intoxique tout le monde, on machin et tout, on veut produire autrement. Et c'est là qu'il s'est mis en place une espèce de, je sais pas quoi, de dynamique. Ce qui fait qu'il est arrivé un jeune de l'ENITA de Bordeaux, conseiller chambre, Laurent Delière, et qui rentre dans la salle et qui dit, alors vous voulez faire quoi? On veut communiquer l'agriculture raisonnée, parce que nous on fait l'agriculture raisonnée, on en a marre, tout le monde me dit, voilà. Et ok, moi je monte un groupe avec vous, et puis, c'est Terravitis, donc Terravitis c'est les années 95 à peu près, quoi. Ouais. Au début, on était fertile pour en faire un petit dépliant. On va faire un petit dépliant, on fait de l'agriculture raisonnée, on était combien, une quinzaine. Puis la réunion suivante, vous êtes gentil, tout le monde en fait des dépliants. Ça ne prouve rien du tout, vous perdez votre temps, vous pouvez rentrer chez vous. Alors il faut faire quoi? Il faut prouver. Ah bon, on râle un peu, on va prouver, on va écrire un cahier des charges. C'est la naissance de Terravitis. Et les filles nous ont aidés tout, on veut écrire notre travail, nous. On ne va pas attendre que Carrefour et tout nous l'écrivent, on va écrire ce qu'on doit faire. Voilà, donc c'était un peu simpliste au départ, mais enfin voilà, on ne veut pas surdoser, on fait machin et tout. Et puis à chaque réunion, ils en mettaient une petite couche. Ouais, mais votre cahier des charges, tous les matins, tout le monde fait le même. Bon, ça va pas aller bien loin. Bon, puis un jour, il nous a dit, faut vous faire contrôler, parce que si vous n'avez pas de garantie, ça ne marchera jamais. Et là, ça a coincé, parce que le monde agricole se fait contrôler. Et il est arrivé à nous convaincre en disant, on commence par la chambre d'agriculture. Voilà, donc on a monté l'ébauche de Terravitis contrôlée par la chambre d'agriculture. Donc il y avait un service de la chambre d'agriculture qui passait pour voir si on appliquait bien les choses. Pourquoi Terravitis vit? C'est les paysans qui ont monté Terravitis. Vous pouvez tous les suivre, les projets d'agriculture raisonnée, on peut les suivre les uns après les autres. La qualification des exploitations. Alors quand on a monté Terravitis, nous, on était les deux en France. Il y avait en Alsace Tiflo, qui avait créé un groupe en Alsace. L'agriculture raisonnée était plus près des baux, et il y avait uniquement Terravitis en viticulture. Pourquoi on est toujours là? C'était les paysans, les vignerons qui avaient monté leur cahier des charges. Entre-temps, le gouvernement s'est dit « Oh là, ça sent bon leur truc, il faut qu'on se récupère l'affaire. » Donc ils ont dit « On va aller sur l'affaire de l'agriculture raisonnée. » Donc un jour, on s'est fait encadrer par Glavany, le ministre Glavany, qui a dit « À partir de maintenant, on n'utilisera plus le mot agriculture raisonnée sans rentrer dans un cadre national. » Oh, bonne idée.
On s'est dit, pourquoi pas? C'est lui qui a créé la qualification des exploitations. L'idée était pas mal. Si en France, on veut marquer agriculture raisonnée, il faut être reconnu par le gouvernement, par le ministère de l'Agriculture. Comme ça, on est tous reconnus. Donc, TerraVitis, on s'est enfourné là-dedans. Il a fallu en mettre une couche, un peu plus, parce qu'il y avait encore plus de critères à mettre dedans. Et pour parler d'agriculture raisonnée, TerraVitis a dû être qualifié. Donc, on a monté l'échelon qualification. Le jour où Glavany est parti, il y a le gouvernement de droite qui est arrivé en disant « Oups, on a une idée ». La qualification, c'était con, mais ils sont partis vers un HVE, haute valeur environnementale. Et on est reparti dans une tarte à la crème HVE. Alors HVE1, HVE2, HVE23, puis allons-y, machin et tout. Ce qui fait que TerraVitis, je ne sais pas où ils en sont maintenant, je ne sais plus dans les affaires, mais je crois qu'il faut pratiquement rentrer dans les cases de haute valeur environnementale pour être reconnu. Mais c'est éphémère. Et puis le prochain gouvernement qui va passer, il y a un ministre qui va dire « Oh putain, j'ai une idée, les gars !» C'était à droite, je ne sais pas qui va remettre tout. Et TerraVitis, on est toujours là. Voilà. On s'est fait déglinguer. Toujours, même maintenant, ça va un peu mieux. On s'est fait massacrer, TerraVitis. Parce qu'on s'est fait prendre au jeu en disant TerraVitis, on va essayer de tirer tout le monde et tout, et puis tout. Malgré tout, d'une façon élégante, on disait que TerraVitis n'était pas un groupe d'élite. On parlait au nom de tout le monde, mais ça provoque, quand vous mettez agriculture raisonnée, TerraVitis et tout. On s'est fait piéger par les journalistes, bêtement. Ça s'en est parmi. Et vas-y que je te matraque de questions, et tout. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors vous n'utilisez plus de produits chimiques. Enfin des bouteilles propres en Beaujolais. Elle filmait la vigne du voisin qui avait plus un poil d'herbe. Regardez la différence et tout. Le lendemain, ça pense à France 3, Rhône-Alpes. Oh putain, ça s'en est parmi, quoi. Elle a cassé tout le monde en Beaujolais, sauf TerraVitis qui étaient les meilleurs. Ça a provoqué. Le voisin est venu me voir, je me suis excusé, je dis ah ouais, alors il paraît que ma vigne est chimique, ma vigne n'est pas dangereuse parce qu'il n'y a plus un poil d'air. Les jeunes nous ont cassés en disant vous prenez pour qui? Vous êtes les rois des petits oiseaux et tout. Voilà. Et puis après, il y a les négociants qui se sont mis sur l'affaire aussi un peu. Du TerraVitis, il y a peut-être des sous à prendre. S'il y a des sous à prendre, j'y vais. Là, on était conscients, on a dit si d'Ivor, on va jouer ensemble. On nous a amené à Carrefour à Paris. Et oui, on a visité Carrefour grâce à lui. Mais ça a provoqué les copains. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, on était peut-être les rois des petits oiseaux, quoi. Involontairement, parce qu'on n'essayait pas de tout. Mais on n'avait pas honte, mais presque pas loin de dire qu'on était TerraVitis certaines fois. Dans certaines réunions, on n'osait pas le dire, quoi. Est-ce que ça a changé de repasser en agriculture raisonnée en termes de travail? De travail, il faut dire qu'on était déjà un petit peu dans la mouvance quand même. Voilà, l'observation, là. Mon père, on allait dans les vignes, il m'apprenait le chant des oiseaux. Voilà, regarder un peu la nature. On travaillait comme ça déjà avec la nature. Mais on était content de retrouver une profession qu'on aimait, quoi, et puis de travailler dans un cadre bien, où on se sentait bien. Voilà. Est-ce qu'on se sentait plus bien avant? Avec ces produits chimiques, au bout d'un moment, on ne savait plus bien où on allait, quoi. On sentait quand même que c'était la fuite en avant. Vous disiez que les herbants, etc., vous avez gagné en qualité de vie. Bien sûr. Et est-ce qu'on a l'impression d'en reperdre quand on passe en raisonné? Non, on n'en perd pas parce qu'on a toujours le chimique. À l'agriculture raisonnée, on a toujours le chimique. Simplement, c'est du raisonnement pour ne pas pousser les doses, qu'on aurait dû faire depuis longtemps. Il n'y a pas besoin de chimique, on n'en met pas. Alors, les typhlodromes 1900, la commission technique, Pierre Germain, là, je l'appelais à midi, là, un pionnier de l'agriculture raisonnée, qui me dit, dis donc, il paraît qu'il y a des prédateurs qui tuent les araignées rouges dans les vignes, faut qu'on les protège et tout. À l'époque, on avait des acaricides, on avait mal à la tête quand on les passait, ça dégommait tout. Et il me dit, je suis en train de monter une expérience là-bas, je ne traite pas avec certains produits pendant 2-3 ans pour essayer de multiplier les typhlodromes, ces petites bestioles qui bouffaient. Pendant 2 ans, ça a été ravagé par les araignées, mais au bout d'un moment, l'équilibre s'est remis. Et au bout de 3-4 ans, il n'avait pratiquement plus de traitement. L'idée, on s'est dit, il faut essayer de multiplier ça et voir si ça marche. Alors, on a vécu des grands moments, c'est-à-dire qu'il avait des parcelles où ils enlèvent les pousses, tu sais, le mondage, on appelle et tout. On allait chercher des pousses de typhlodrome chez lui qu'on amenait dans nos vignes. Alors, je revois toujours la tête du voisin qui a dû se dire, il est rentré dans une secte. J'avais des seaux et on mettait une pousse avec les typhlodromes tous les 17, comme ça. Tu te dis, putain, ça va plus là-bas dedans. La première année, une attaque d'araignées rouges, pas possible. Le temps que les typhlodromes se réimplantent. Et après, ils sont équilibrés. On a trouvé des acaricides bien moins puissants, progressivement. Le problème est résolu.
plus l'acaricide, plus. Mais surtout, il faut arriver à trouver un équilibre de contraintes. Si on a un peu de mildiou, c'est pas grave. Si on a un peu d'oïdium, c'est pas grave. Ben, c'est dur, nous les paysans. Mon père, il trouvait une tâche, 5 hectares, il avait quoi, 3 hectares de vigne. Une tâche de mildiou, il mettait la tâche dans sa poche pour pas que le voisin la voie. C'était la honte du hameau. Une tâche de mildiou. Donc ça sous-entend, il faut y aller. Puis maintenant, on en est au stade où on supporte l'arrivée du mildiou pour justifier un traitement, pour prouver qu'il y a du mildiou pour traiter, quoi. On a passé des années euphoriques, ça marque, hein. Une génération qui a vécu... Bon, attendez, je ramassais mes raisins au mois de septembre, je faisais le vin au mois de novembre, du bœuf passé, il était acheté au 15 décembre, on touchait les chèques au mois de janvier. L'objectif, c'était vite de retailler pour faire du vin. C'était euphorique, ça a marqué ça. Hein. Donc, une époque où ça marchait très bien. Moi, je l'ai fait les années 70, hein, le Beaujolais, n'importe quoi. Hein, je l'ai fait en années 70. Suffisait de produire, c'était de la folie. Hein. 25 hectolitres, c'était pas mieux, il n'y avait pas de contrôle de maturité, ça n'avait pas de couleur. À la limite, plus c'était petit, mieux que ça se vendait et tout. Il fallait produire. Et bien depuis, comment on remonte la pente. Et puis je sais pas, le côté fermé du Beaujolais, peut-être pas été voir l'extérieur, je sais pas, les jeunes sont installés parce que ça marchait bien. C'est un peu dur à dire ça, mais je crois un peu, quoi. Il a mieux valu qu'ils partent à l'Australie, qu'ils partent dans le monde, qu'ils partent dans d'autres régions, qu'ils reviennent. Ils sont restés sur le Beaujolais en continuant un peu la tradition beaujolaise. Et puis en Beaujolais, on est peut-être des Gaulois, je pense qu'on est des Gaulois, puis voilà, quoi. Hein. On aime bien gueuler, on aime bien casser, on aime bien tout. Ça marche, on casse tout. L'horreur, il n'y a plus rien, il n'y a plus de politique, il n'y a plus d'information, ça part dans tous les sens. Puis il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien, on ne sait plus, les cours sont effondrés, là. Moi, quand on était responsable, on nous aurait pendus sur la place du village par les pieds, avec ces prix-là. Là. Fallait rendre des comptes à l'époque, personne ne dit rien. Alors, avec les anciens, on fait les assemblées générales, maintenant ça nous occupe, au lieu d'aller à la pêche. Je regarde le Beaujolais, je vais en assemblée générale, je regarde le Beaujolais. Je sais plus où on habite, hein, je sais plus, là. Pas de questions, pas de réaction. Putain, c'est les vieux qui posent des questions. Explique-moi pourquoi le Beaujolais était un vignoble dynamique, structuré, avec des gens motivés. On était les meilleurs en groupe lutte-raisonné, hein, le Beaujolais, leader en groupe lutte-raisonné, leader dans beaucoup de domaines, effondré totalement. Les réunions dynamiques, on a créé la charte pour la qualité. On était 200, 300 à faire la charte pour la qualité et tout. Et que là, on va dans une réunion, il y a 2 questions. Un vieux qui va poser une question et un négociant. Et tout le monde est comme ça. Et on va à la buvette. Qu'est-ce qui se passe en Beaujolais? Putain, qu'est-ce qui se passe? Alors, soit on a vécu une époque de leader. Je pense que le monde a besoin de leaders. Donc, ces leaders, j'en ai fait entre parenthèses un tout petit peu partie, émanés de la JAC et du MRJC. On était formés et conditionnés pour être leader. Voilà, 14 ans, moi je savais déjà mener des groupes. Hein. MRJC, JAC, on montait des spectacles, on montait des associations, on montait des trucs. À 18 ans, on était capable de monter des réunions. Mais avec le code de la visière déjà catho, syndicaliste, mais on était leader. Et le jour où ça s'est arrêté, cette mouvance, on est parti, individualisme, Internet, et chacun a fait son truc. Donc le domaine, plus personne sur le domaine, plus de repreneurs global, hein, on trouve plus de jeunes qui reprennent totalement. On a eu de la chance de tomber sur des repreneurs, donc bien. Et on est 6 pour 5 hectares à louer. Il ne faut pas vendre maintenant. On est propriétaire, hein, donc il ne faut pas vendre. Ça ne vaut plus rien, il ne faut pas vendre. Ça vaut pas le coup de vendre, c'est ça. Non, ou il faut acheter. Là. Si vous avez de l'argent, vous achetez là où c'est. Faites comme les négociants qui achètent tous. Ils sont en train de gagner le cocotier, là. Achètent à des prix 10 000 euros, 8 000 euros l'hectare, puis pas de l'AOC. Dans 20 ans, ils vont revendre ça à plein pot, quoi. C'est pour ça que j'ai dit on ne vendra jamais le domaine familial, puis en plus c'est ma mère, enfin tout le monde qui a créé ça. Coup de peau, on a trouvé des repreneurs, faut être pénible, faut un peu tout. On a eu de la chance avec 2 frangins de Quincier, qui sont marrants, qui sont paysans, qui ne sont pas viticulteurs. Ils cultivent la vigne comme un paysan, ils ne font pas de vin. Tout en coopérative. Voilà, ils cultivent. Voilà, le cultivateur, la plante, le machin, le truc. Donc en fermage. Fermage, oui. Hop, à la clope, par contre, ils reprennent 2-3 bouteilles pour les vendre, mais ils n'ont pas de cuvage, ils n'ont pas de vinification. C'est un viticulteur qui ne fait pas son vin, c'est marrant, mais pourquoi pas, ils sont super sympas, ils sont en groupe plus raisonnés. Et puis après, j'ai eu la chance de trouver un jeune, là, et donc je l'aide. Et là, il a repris 3 hectares chez moi.
Et lui, il se lance dans les vins nature. Bon. Donc je dis, oui, tu sulfates, tu vidifies, puis moi je lui taille, je taille, machin, puis tout. Et puis je vais toujours dans les vignes. Alors je fais attention quand même, parce que on a du mal. Les premiers temps, je ne savais pas si c'était mes vignes ou pas. Hein. C'est bizarre. Hein. Première année où j'ai arrêté, j'allais dans les vignes, j'ai dit, attends, qu'est-ce que tu fous là? T'es chez toi, t'es pas chez toi? Ben, c'est bizarre. Hein. Et le jour où j'ai été obligé de l'aider à tailler et retailler mes vignes, le soir, je ne savais plus. Hein. Tiens, c'est mes vignes, je suis propriétaire. On ne gomme pas 70 ans de vie dans la vigne, quoi.